L'épisode de cette semaine vous est encore une fois présenté par Service Pelletier-Gosselin. Vous les connaissez, c'est nos partenaires depuis le début. Ils font notre support administratif, notre comptabilité, notre soutien aux membres. Ils font nos infolettres à chaque semaine. Donc, tout ce qu'ils font pour nous, ils peuvent le faire pour vous si vous avez une petite organisation, un OBNL, une association professionnelle. Ils peuvent être les experts que vous n'avez pas les moyens de vous payer à temps plein. Bien, ils peuvent vous fournir la main-d'œuvre dont vous avez désespérément besoin. Donnez-leur un petit coup de fil. Et on remercie également cette année Unibrou, leur série Autre chose. J'ai en ma possession présentement la NIPA de Tropique sur le lac, une New England India Pale Ale. Donc, si vous voulez goûter, on en a quelques-unes. Vous viendrez nous voir au tailgate. Clin d'œil, on a des grosses nouvelles là-dessus. Donc, on va être là tôt cette semaine pour profiter des lumières du vendredi soir et du site de tailgate. Bon podcast, tout le monde. Je suis vraiment excité pour le tailgate, fait que je commence de bonne heure. en savourant ma Unibo. Hey, salut tout le monde. On est encore en semaine de congé, hein, parce que les Carabins n'ont pas joué la semaine dernière, week-end off. Mais c'est le retour au Sepsum cette semaine contre les méchants de l'autre bout de la 20 ou de la 40, là, dépendamment des travaux et de quel bord vous préférez passer. Les Rouges et Or qui sont en ville ce vendredi, donc on va parler de ça, mais avant ça, on va aussi parler de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la RSEQ. François Tam, bonjour. Yo. Salut. Bon mardi soir. Donc, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par la grosse nouvelle qui nous concerne? Fuck yeah. Fuck yeah. Nous Ça avons fait 6 ans qu'on attend ça. Depuis 6 ans, nous avons appris hier matin, tout énervé, que l'esplanade du Sepsum, donc la grande dalle de ciment en face de l'aréna, est de nouveau disponible pour les tailgates, les travaux du REM / Ville de Montréal / l'ascenseur, le métro, ainsi de suite. C'est pas terminé, mais c'est suffisamment terminé pour qu'on puisse reprendre nos quartiers, hein, je vais le dire comme ça, et s'installer pour le tailgate. Donc, c'est excitant. C'est excitant. We're back, baby. We're back. We're so back. Ah non, écoutez, des années à GA de Sèvres, ensuite Claude Robillard, ensuite revenir à GA de Sèvres. Ça va faire du bien de se retrouver sur le bord d'Édouard Montpetit. Tu sais, comme en humour, dans une salle de spectacle, il y a comme l'espace critique. La proximité. La proximité crée l'ambiance. Mm-hmm. Puis si on ne l'avait pas à GA de Sèvres, si quoi que ce soit, c'est plate à dire, mais on avait trop d'espace. Mm-hmm. Puis on n'était pas dans l'environnement du stade. Là, les gens qui se rendent au stade vont passer par le tailgate. Il va falloir qu'ils traversent le tailgate comme ça devrait être. Fait que ça, c'est très excitant. Ben hâte de revenir au point de départ. J'en avais parlé quand on était depuis 5 ans. Là, mais je pense que c'est surtout quand on est allé à Claude Robillard. Comme quoi, tu sais, c'est le fun. On faisait des tailgates. On fait des tailgates dans le parking. Dans le P6, P7, là, je ne sais plus où on était là, pendant la COVID, où on faisait des pas de tailgate. Là. C'est le fun des tailgates de cette façon-là, mais ce que les Carabins avaient créé avec l'esplanade, ce qui veut dire créer une identité propre. Les Carabins, c'est une équipe urbaine. On avait créé un tailgate urbain qui représentait vraiment ce que l'équipe était. C'est une identité complète. Je suis vraiment content qu'on puisse y revenir. Puis effectivement, les matchs comme là, c'est un match qui est en plus fucking sold out. Là. On va se promener de même dans le monde. Il suffit juste qu'on se trouve un sofa. Vendredi soir, la rentrée, le match contre le Rouge et Or, ça va être plein à craquer. Ça va se bousculer devant la porte. Hey, t'as-tu des billets? Tu connais quelqu'un qui a des billets? Non, on ne le sait pas. Fait que non, ça va être très, très excitant. Ce qui serait bien, par contre, c'est qu'ils ramènent le spa. Vous vous souvenez l'année où il avait mis un spa avec l'équipe de natation? Ça, c'était quelque chose. Hey, on va-tu avoir... Je sais pas, ils vont-tu ramener cheerleaders? C'est-tu faisable, là? Parce que je pense qu'il y avait un enjeu de déplacement. Je sais pas. Peut-être pas l'espace. Écoute, c'est juste des affaires. Tu sais, tu te dis, la drumline, ça fait des années qu'on les a pas vus. Les cheers, ça fait des années qu'on les a pas vus sur le tailgate.
Penses-tu qu'ils vont ramener le Budweiser Band? Ça, je peux m'en passer. Le Molson Band, peut-être? Ouais, peut-être le Molson Band à Star, Molson Coors. Mais non, ça, je peux m'en passer. Mais non, juste l'idée de tu sors du métro, tu es dans le party. Là, dernière fois que je suis allé, il y avait encore les palissades entre l'esplanade puis l'entrée du métro. Donc, qu'est-ce qui va être réellement enlevé? C'est dur à dire. Je sais que l'escalier qui est, dans le fond, directement au-dessus de l'entrée du métro, là, à gauche de l'esplanade, lui est encore fermé. Lui, il n'est pas prêt à être accédé. Donc, votre accès qui donne presque sur Vincent d'Indy. Oui, exact. Ben, l'accès va pouvoir se faire à travers le stationnement, donc ce que j'appelle la porte de la Zamboni, là, au bout de l'aréna. Et de l'autre côté, qui est l'escalier qui arrive directement à côté de l'entrée du stade. Donc, d'un côté ou de l'autre, l'accès va être possible. Puis c'est comme je te dis, selon moi, on va atteindre la masse critique où là, on va retrouver l'ambiance. Je pense que par l'aréna aussi, je pense qu'il va y avoir une porte ouverte pour pouvoir sortir vers le tailgate aussi. Où on a présentement, là, parce que présentement, tu peux rentrer. Vous vous souvenez, avant qu'il ferme, cette porte qui nous permettait d'aller directement dans l'aréna était fermée. On devait absolument sortir vers l'extérieur et passer vers l'esplanade. On ne pouvait pas rentrer vers l'intérieur. Maintenant, c'est complètement le contraire parce que cette porte qui donnait sur Édouard-Montpetit et qui doit donner toujours sur Édouard-Montpetit était fermée. Effectivement, Éric, j'ai hâte de voir. Petite note aussi, pour les détenteurs de billets de saison, ceux qui me connaissent m'ont vu pogner les nerfs assez carrés suite à l'entrée au stade lors du dernier match. Parce que pour une raison ou une autre, je pense que la directive avait été peut-être mal comprise par le staff. C'est-à-dire qu'ils redirigeaient les détenteurs de billets de saison exclusivement vers la porte de détenteurs de billets de saison. Ça, ce que ça avait comme impact, c'est que le stade est occupé, je vais lancer un chiffre comme ça, à 50-60% à peu près, par des détenteurs de billets de saison qui devaient absolument passer dans 2 guichets. Pendant ce temps-là, il y en avait 6 en dessous qui ne servaient pas. Erreur de communication, ça a créé un bouchon. Donc là, ce que je comprends, c'est que la porte de détenteur de billets de saison va ouvrir plus tôt que la porte principale. Puis à partir de l'ouverture principale, là, on va pouvoir entrer par où bon nous semble. Donc, de là, l'avantage d'être détenteur maintenant. Contrairement à il y a 2 semaines où c'était un désavantage. Mais bon, c'est un accident. En gros, là, être propriétaire de billets de saison ou détenteur, c'est supposé nous permettre de rentrer par où ce qu'on veut. C'est pas ça qui est arrivé. Et une place exclusive. Mais tu sais, si on veut passer avec la plèbe, c'est notre choix. Ça devrait. Mais ça fait des années que c'est ça. C'est juste là, il y a comme une erreur de communication, je crois. Donc, c'est là qu'on en est, mais ça semble être réglé. Donc, yes, on a hâte. Et j'ajouterais même un petit bénéfice pour ceux qui vont être au tailgate. On a changé notre barbecue. Il n'a pas fonctionné il y a 2 semaines. Et ça, un barbecue qui ne fonctionne pas, pour moi, c'est comme inacceptable. Un chien qui a la rage ou un cheval qui s'est cassé une patte. Je suis désolé. Terminé. On passe au suivant. Donc, nouveau barbecue. La remorque fait 54 pouces de large. Le barbecue en fait 44. Yeah. Full size, un vrai barbecue. J'ai hâte de vous montrer ça au tailgate. Fait que pour les membres, si vous ne voulez pas faire la file au barbecue communautaire, venez voir Daddy, on va vous organiser. Mais pour les membres. Il faut qu'il y ait des avantages. Fait que venez profiter du barbecue de la montagne en mobile. All right. Fait que là, on est bien excités pour en fin de semaine, mais avant ça, il y avait des matchs la semaine dernière au Québec. Sherbrooke est allé à Québec, s'est fait rosser. En même temps, on aurait pu s'attendre à une... c'est ça, 28-5, le score n'est pas tout à fait représentatif. C'est 14-5 au début du 4e quart. C'est ça. Si tu enlèves les 3 dernières séquences de Laval où ils ont scoré 17 points, c'était beaucoup plus serré que ça. Donc, Sherbrooke a offensivement été toujours aussi décevant. Mais au contraire, défensivement, à Québec, ont quand même montré des belles choses, malgré qu'ils se sont fatigués à la fin du 4e. C'est à peu près ça. Tu sais, Eric, tu dis qu'ils ont été décevants et tu as raison en attaque, là, parce qu'ils n'ont pas vraiment fait de points. Par contre, je mets un gros bémol. Ils ont réussi à faire avancer le ballon et d'avoir changé de corps arrière, d'avoir mis Jérémy Fife. Ça a vraiment changé parce qu'il y a un bras, on l'a vu, là, il y a un bras canon. Ça a permis d'étirer vraiment, vraiment, vraiment le terrain puis d'attaquer la tertiaire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'attaquer la tertiaire de Laval. Je n'ai aucune idée. Okay? Je ne suis pas en jugement de ça.
mais ça a permis d'ouvrir le jeu. Et trop souvent, le ballon arrivait au bout des doigts des receveurs, donc peut-être un petit peu de jeu de timing. Il y aurait eu des receveurs un mini peu plus rapides. Souvent, il y a des jeux qui étaient ouverts, là, complètement ouverts. Il y a plusieurs ballons captables qui ont été échappés par les receveurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, quand je dis, et des deux côtés. Je ne sais pas si c'est les receveurs qui ont laissé tomber le Fife. Je dis laisser tomber, non, OK. Mais ils ont été vraiment meilleurs. En tout cas, de loin supérieurs à ce qu'ils ont présenté comme attaque vis-à-vis des Carabins. Là, parce qu'ils ont donné du fil à retordre beaucoup plus qu'ils en ont donné aux Carabins. Mais Laval a été indiscipliné. Là. Presque tous les retours de beauté, il y avait des flags de punition. Ils ont permis plusieurs séquences de Sherbrooke de continuer à l'attaque avec des punitions. J'ai rarement vu Laval être aussi indiscipliné. Oui, en plus, tu as des pénalités niaiseuses, beaucoup de pénalités sur la O-line. En plus, pas autant que les Bears hier, là. Tes Bears, Eric, là, je dis ça, mais je dis rien. Protège! Mais, ouais, c'est vrai que c'est indiscipliné. Et ces unités spéciales aussi, c'est rare en maudit que... Sherbrooke, ils sont agressifs. Ils lâchent pas. Tant que le sifflet n'est pas donné, puis c'est ça qui fait que depuis le début de l'année, ils se donnent des chances d'être dans les matchs. C'est avec leurs unités spéciales, c'est avec leur défensive qui provoquent des revirements, qui provoquent des situations. En n'avançant pas le ballon, je pense qu'ils ont 200 verges d'attaque totale, pas de jeu au sol digne de mention. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est beaucoup sur les épaules de la défensive, puis contre une attaque... Contre Laval, c'est difficile de courir. Là. Ça va finir Ils ont essayé, ils se sont entêtés à essayer de courir au lieu de passer, puis je pense que c'est ça qui les a coulés. Parce qu'ils s'entendaient trop au troisième quart, entre autres, à courir, alors que la course avançait que 2, tu perds un essai à chaque fois, essai de 2 passes. Mais Tam, là, je pense que le problème, c'était pas de courir. Le problème, c'était de courir dans le centre vis-à-vis une D-line monstrueuse. Puis il y aurait oui, mais tu sais que ça marche pas. Je sais que ça marche pas. Tu peux pas courir contre Laval. Mais pas de cette façon-là. Tu peux pas leur passer à travers la gorge. Il n'y avait pas les... Oui, il n'y avait pas le style de course. Ils n'ont pas le style de course pour que ça fonctionne contre Laval. Alors, pourquoi t'entêter à essayer de courir quand les jeux vont être négatifs ou à 0? Parce qu'ils ont réussi 2-3 courses qui ont marché, mais ils l'ont eu. Et c'était justement des jeux hors l'aile. Comme nous autres, on a souvent fait en se disant, on va écarter la défensive. Ben, pas la défensive, la D-line. Tu ne peux pas les battre en puissance. Oublie ça. Ils ont les meilleurs athlètes. That's it. Non, complètement. Mais la D-line, par exemple, on va se le dire, la D-line de Sherbrooke a été impressionnante. Est-ce que c'est la D-line de Sherbrooke qui a été impressionnante ou c'est la O-line de Laval qui a été... je sais pas. La O-line il avait peut-être la tête déjà à Montréal parce qu'il s'est fait sacker une couple de fois. 7 sacs depuis le début de l'année, 6 ou 7 sacs depuis le début de l'année. C'est énorme. On est habitué de voir le carré de Laval, tu sais, là, se prendre un petit margarita, s'installer, regarder ses receveurs, avoir la moitié de la journée pour décider ce qu'il va faire. Là, c'est pas ça, là. Ça n'a pas été ça, en tout cas, contre Sherbrooke. Puis, j'ai de la difficulté. Ma connaissance des O-line, de la O-line, ne me permet pas de comprendre si c'est la O-line qui a mal joué ou c'est la D-line qui a vraiment bien joué. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Mais c'était étonnant. Sherbrooke, Saint-Pierre, 2 sacs, Ledoux, 1, Saint-Laurent, 1. C'est 4 sacs contre Desjardins qui a joué le match au complet. Donc, mais c'est 4 sacs. Non, Chartrand, ouais, c'est ça. Là, il restait 2 minutes. Là. Ouais, il restait 2 minutes. C'est ça, je te dis. C'est pas important. On commencera pas. On se prendra pas. Il fallait écouler le temps. Il fallait écouler. Non, exact. Rendu là. Fait que voilà, c'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé à Québec. À Montréal, pendant ce temps-là, les Redbirds visitaient les Stingers sur le campus Loyola. Surprise, Concordia l'emporte 27-19, je suppose. Hein, c'était peut-être pas ce à quoi on s'attendait. McGill a fait du vintage McGill. Ils ont trouvé un moyen de perdre. Là. McGill, ça cherche toujours des nouvelles moyens de perdre. Hein?
Les unités spéciales. Tout le temps. Ça fait 2 ans que c'est problématique, là. Puis là, depuis le début de la saison, là, ils sont encore rendus à quoi? 6 ou 7 bottés bloqués depuis le début de l'année? Je sais pas c'est quoi le record à une saison du RSEQ, mais ils sont pas loin en sacrifice. Puis ils ont vraiment fait un jeu. Tu sais, le premier touché de Concordia, là, je l'ai trouvé en ligne. Je sais même pas si on peut appeler ça des unités spéciales parce que c'est Éloi Latendresse qui était au poste de quart. Ils ont essayé le fameux jeu là, où on a les joueurs en poursuite, mais qui sont en arrière du botteur, qui peuvent reprendre le botté. Sauf que le botté a mal été exécuté, il a été envoyé trop loin dans les mains d'un joueur de Concordia qui n'avait personne entre lui par zone début. Il a juste traversé 63 verges qui manquaient. Ils ont donné carrément un touché à Concordia. Puis c'était un petit peu ça l'histoire du match. C'était à ce moment-là du match, là, on est à 3-0 Concordia, on est au premier quart. C'est absolument pas nécessaire d'essayer un trick play comme ça, d'essayer un botté court au milieu du terrain avec ton corps arrière. Je comprends. Tu sais, quand tu dis inventer des manières de te tirer dans le pied, là, c'est vrai que c'est difficile à croire, à comprendre c'était quoi le but. Peut-être réveiller leur offensive, surprendre l'adversaire. C'est difficile à savoir parce que le match n'était pas diffusé. Fait qu'on a juste des brides de highlight puis le play de U-Sport qui est de la foutue marde. Non, c'est ça. Il faut se rabattre sur le Instagram de Concordia et des affaires de même. Là. Mais ça reste que tu vois des séquences comme ça puis tu te dis, mon Dieu, ben oui, ils l'ont perdu puis ça s'explique pratiquement parce qu'il y a des décisions étranges qui se sont prises. Parce que tu te dis, Éloi, normalement, juste sur son talent naturel, il est supposé donner l'avantage à McGill, mais là, tu le fais botter. Christy, c'est un bon athlète, mais c'est quoi, là? Tu vas lui demander de tricoter la prochaine fois? C'est quoi, là? Surtout là que McGill l'a vraiment échappé. Là, je regarde le pointage. McGill l'a vraiment échappé à partir du 4e quart parce que c'était quand même 16-12 au début du 4e. Puis je rappelle que ça a fini 27-16, 27-19. Ben, ils ont donné un gros jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand les Carabins ont joué Concordia, ils ont réussi à nous filer une passe pour un touché. Ça a été le seul touché de Concordia. Oui, qui était une belle passe. Essentiellement la même chose de Xavier Tremblay. Donc, on est dans ça. Puis, mais je veux dire, dans un match serré, 14 points, c'est la différence entre une victoire et une défaite. Là. Mais tu vois, et on était de ce groupe de penser que McGill, et comme tout le monde, je pense, hein, je pense que tout le monde croyait que McGill était la 3e, qu'il y avait les deux powerhouse, McGill et les 2 autres. Là, t'avais Momo qui jouait pas parce qu'il était suspendu, t'as Simons qui joue pas, t'as plus de profondeur, t'avais une semaine courte parce que tu t'as joué Laval un dimanche. Un samedi ou un dimanche, je ne me souviens plus quelle journée. Fait que tu avais une semaine courte en plus. White Sunday. Mais l'exécution, c'est problématique. Mais Tam, les 2 porteurs de ballon de Sherbrooke ne jouent pas parce que Cicciarelli de McGill, oui. Ne joue pas aussi. Je ne me souviens pas de son nom. C'est ça, Cicciarelli ou quelque chose de même, non? Cicciarelli. En tout cas, les 2 porteurs de ballon numéro 1. Mais ceci étant, McGill a eu 2 bons recrutements les 2 dernières années. Ils auraient dû gagner ça. Oui, ils auraient dû gagner ça. Mais je pense qu'on a peut-être pris Concordia à la légère. On a peut-être pris Concordia à la légère. Hein? Puis, non, je pense juste qu'ils se sont tirés dans le pied avec les mêmes problèmes qu'ils ont depuis 2 ans. Puis que c'est pas réglé encore. Là. Je pense que. Mais Concordia ont été capables d'en profiter quand même. Là. Les unités spéciales, ça fait 2 ans que c'est la même problématique, là, puis c'est pas réglé encore. C'est qui leur coach des unités spéciales? Aucune idée. C'est peut-être ça le problème. Hey, on va aller dans le reste du Canada, ce qui s'est passé. On reviendra pour le preview du Québec de la semaine prochaine. En faisant la tournée d'Est en Ouest, ben, BU contre St. Mary's. Ouch! 33-7, les Huskies l'emportent contre les Gators. OK, on ne s'attendait pas à ça. Je demandais la semaine passée si les petits chiens étaient pour de vrai. En tout cas, so far, so good. Toujours invaincu. On a la réponse, hein? Toujours invaincu. Puis BU, qui était favori, là, vient de se faire remettre à sa place. Bon, la bonne nouvelle dans l'Atlantique, une défaite, tu peux t'en remettre. Mais 33-7, c'est une pas pire. La ride d'autobus pour revenir au Québec a dû être longue.
Pas à peu près, hein? Puis là, Saint-FX qui est à 34-0. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines en ligne qu'on a des blowouts, que les 2 parties de la game, les 2 parties de la semaine, c'est des blowouts. Mais Mount Allison est particulièrement faible. Mount Allison puis Acadia, c'est pas terrible. Ils sont loin en bas. Fait que j'ai l'impression que tu as les 3 équipes. Tu sais, j'ai l'impression que tu as Mount Allison puis Acadia qui sont complètement en bas. Saint-FX, on s'imaginait que Saint-FX était au milieu, puis Sainte Mary c'était à peu près là, puis en haut, BU. Là, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça dans les 3 premiers, mais les 2 autres sont définitivement en bas. Là. Les autres vont se faire rincer pas mal toute l'année, peu importe contre qui ils jouent, je crois. C'est un peu dommage parce que c'est plus le fun d'avoir des équipes qui sont compétitives. Puis de te dire qu'une équipe est faible dans l'Atlantique, ça te donne une idée à quel point c'est BU bas. a bougé le ballon quand même dans cette partie-là. J'ai hâte de voir si c'était juste un mauvais match. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans le Lonely Ball l'année passée, ils ont perdu en triple prolongation contre St. Mary's. Là. Je veux dire, c'était serré ce match-là. Ils leur ont donné des bons matchs l'année passée. Là, je veux dire, ils ont peut-être juste échappé une. Ouais. Ça va être le test cette semaine-là. BU va affronter Saint-FX. Fait qu'on va voir si c'était une erreur de parcours ou c'est une tendance. Dans l'Ouest, vous avez les scores à l'écran. Regina l'emporte sur Alberta. Saskatchewan l'emporte sur UBC. Et les Dinos l'emportent sur Manitoba par un seul point. Puis si je ne me trompe pas, genre un 3e essai passe à la ligne de 1. C'est pas celui-là, hein? Non. C'est que Manitoba joue toujours agressif en fin de match. Puis dans le passé, ça leur a souvent souri. Comme là, ils sont revenus en fin de match, ils ont réussi à marquer un toucher pour ramener le score. Puis là, ils ont dit, on y va pour le 2 points pour la victoire au lieu de faire la conversion d'1 point puis d'aller en prolongation. Ils n'ont pas réussi. Fait que ça leur a donné la défaite. Ce qui est arrivé la même chose dans le match entre Toronto puis York, qui est allé en prolongation. York a marqué, puis là, quand Toronto a marqué, a décidé d'y aller pour le 2 points, puis ils n'ont pas réussi. Fait que ça a permis à York de gagner le trophée. La bataille de Toronto. De Toronto. Mais tu sais, en tout cas, pour le Dinos Manitoba, le catch pour le 2 points était très, très contesté sur les médias sociaux. Plusieurs disaient que c'était un attrapé, d'autres que ça ne l'était pas. Donc, moi, pour ce que j'en ai vu, je pense que c'est un attrapé. Mais oui, c'est un attrapé, mais pas dans la zone début. Oui, c'est ça. La question était la progression. Parce que c'est clair que le joueur l'a attrapé autour de la ligne, puis il a sorti en avant de la ligne. Là. Il n'était pas dans la zone début. Oui, moi, c'est cette question-là. C'est un bon catch, mais pas dans la zone début. La question devient, à quel moment a-t-il pris possession du ballon? Où est-ce qu'on enregistre la progression? Puis cette progression-là, est-ce qu'elle était sur la ligne ou non? En tout cas, ils n'ont pas donné grand-chance à l'arbitre de lui donner cette conversion-là. C'est ça, puis les arbitres n'ont pas accès à de la reprise vidéo pour prendre cette décision-là aussi. C'est on the spot, le ref est sa ligne, puis on espère qu'il a vu ça de ton bord. Effectivement, nous autres, on se rappelle que le vidéo qu'on a, il y a un angle, puis en théorie, le ref, lui, est direct sa ligne. Exact. Si le ref, il l'a collé pas bon, on va lui donner le bénéfice du doute. J'avais oublié ce ref-là qui est direct sa ligne. Il est direct sa ligne. Surtout pour une conversion. Tu sais, si je te disais, si c'était une passe dans le fond, le side judge, il n'est pas là, il est à hauteur de la ligne de mêlée. Mais sur une conversion. Il peut regarder autre chose aussi. Fais-moi confiance, il est au pylône. Non, c'est ça. J'avais oublié ce détail qui est très, très, très important. Donc, non, je vais me fier sur la décision d'arbitre sur celle-là. Donc, Tam, tu en as parlé, bataille de Toronto qui se règle en prolongation. 33-32 pour les Lions de York contre le Varsity Blue de Toronto. Des équipes qu'on parlait jamais, mais là, c'est quasiment... C'est agréable, par exemple. C'est pas fun de pouvoir parler d'eux autres. Ottawa, depuis le début de l'année, nous, on les a eus en pré-saison, Ottawa, puis c'était pas... Grandiose. Ouais, on va dire ça poliment comme ça. C'était pas grandiose, mais même là, ils se sont fait battre solidement par Western, mais ils revenaient dans le match, ils essayaient des choses, ils progressaient. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien hâte de voir dans les prochaines semaines contre Queens de quoi ils vont avoir l'air. S'ils vont être capables de bouger dans le haut du classement ou de rester dans le milieu comme on leur avait prédit.
Laurier qui l'emporte 47-32 sur Queens, justement. Ouais. Queens qui a collé des points, mais ils ont juste une bataille offensive, ils ont manqué de munitions. Laurier Laurier a quand même dominé cette partie. continue de scorer, Ouais. 47 points. Ouais. Les Griffins de Guelph qui finalement prennent le chemin de la victoire. Ouais. 31-17 contre Windsor. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, ça va nous amener à notre preview de la prochaine semaine. Tam, t'en as parlé brièvement. On est curieux de ce qui va arriver avec les GGs d'Ottawa qui s'en vont à Guelph affronter les Griffins et les Gales de Queens qui s'en vont affronter Toronto. Ça va placer un peu les équipes de milieu de peloton. Ça va placer les équipes de milieu de peloton. On va savoir qui est qui. Tu sais, Toronto, on l'a QB qui a le plus de verges depuis le début de l'année. Ils ont le receveur qui a le plus de verges depuis le début de l'année. Quand est-ce la dernière fois qu'on a parlé de Toronto? Là? Jamais. Je veux dire, jamais. Offensivement, ça fonctionne. Tu sais. Je pense que la dernière fois qu'on a parlé de Toronto, ils gagnaient à la Coupe Grey. Oui. Oui. En 1902, genre? Oui. C'est ça. C'est des clubs amateurs. C'est une vieille référence. Il fallait connaître son histoire du football canadien. Mais c'est quand même intéressant. Puis cette partie-là, moi, je connais absolument fuck all le football à l'extérieur du Québec. Là. Mais ça va être intéressant de voir si Toronto puis Queens qui est tout le temps une bonne équipe de milieu de peloton élevé, là, mettons, là. Qui est la limite du premier tiers. Puis le c'est exact. On comprend ce que je veux dire. Fringe, ils ne gagneront pas, mais ils ne sont jamais en bas. Ils sont dans le carré d'âge, généralement. Exact. Ça va être intéressant parce que là, c'est une équipe qui est techniquement, historiquement plus forte que Toronto. Mais si tu dis que Toronto a un bon carrière, un bon receveur, ça peut peut-être donner une... De toute façon, on sait que ça doit être la plus grande rivalité de l'Ontario, du Canada. De toute façon, ça, Queen puis Toronto. Si ça se passe à Toronto, c'est l'affaire la plus importante au monde. Pose pas de questions. Dans l'Ouest, Regina s'en va à UBC. UBC qui s'est fait varloper contre la Saskatchewan la semaine passée. Plusieurs voyaient UBC dans le haut du classement cette année. On va voir comment ils vont rebondir de ça. Après, là, c'est quoi? C'est la troisième saison? Troisième semaine dans l'Ouest? Eux, la deuxième, je crois. Ils partent tout le temps une semaine en retard. Exact. OK. Donc, c'est la troisième. Ça va être la troisième semaine. Nous, c'est notre c'est la 4. Présentement, c'est qui mène? C'est encore bien... tout le monde est à 2-2, à 1-1. Non, je pense que la Saskatchewan a 2 victoires. OK. Dans l'Atlantique, on va avoir encore une fois, on parlait des deux clubs qui sont un peu plus faibles, Acadia et Mount Allison se font face. Puis les deux autres, Saint-FX et BU. Donc pour l'instant, ce serait une bataille pour la deuxième place. Ça a le temps de changer, là. Mais les X contre les Gators, à voir là, qui va avoir l'ascendant dans celle-là. Et c'était à Lennox, hein? Oui, exact. On revient au Québec pour cela. Ça va faire du bien aux Mauves d'être sur leur terrain. Donc, au Québec, on va avoir les Stingers qui se rendent à Sherbrooke. Voir si... Samedi soir. Vous pouvez l'écouter à la radio étudiante de Sherbrooke. Toujours super intéressant. Et, ça va être intéressant, mais ça va être sérieusement intéressant. Mais là, est-ce que Sherbrooke a appris quelque chose? Est-ce que là, ils sont capables de transformer les quelques positifs en victoire? Oui, parce qu'ils ont une attaque qui est intéressante. On en a parlé un petit peu. Intéressante. Qui semble donner des sparks. Et la défensive de Concordia n'a rien d'extraordinaire depuis le début de l'année, bien qu'elle devrait l'être avec leur coach. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Rien d'extraordinaire. Elle fait la job, là. C'est leur attaque qui bouge pas. Puis, ils ont quand même tenu Éloi, là, je peux juste dire. Est-ce qu'ils ont tenu Éloi ou Éloi s'est tenu lui-même? Donc, non, mais ça, c'est l'histoire du sport, mais c'est un bon point. Ouais, mais pas grand monde qui avait réussi à le faire se tenir lui-même, si telle est la question. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que dans les faits, c'est une des parties qu'on avait encerclées en disant ce qui va peut-être décider qui va venir en série ou pas, qui décidera. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Si Sherbrooke veut aller à son bail sur une note positive puis espérer être pas sorti de la course aux séries, ça va leur prendre une victoire ou un match très, très serré contre Concordia pour espérer
se qu'ils vont maintenir tomber à en vie. 0-4. Sinon, là, la deuxième moitié de saison va être longue. Là. Une victoire de Sherbrooke mettrait un beau pagaille dans les 3 dernières positions en bas, puis ce serait juste parfait. Puis Glenn en a parlé, pendant la game. Il faut arrêter de penser que le football, c'est une règle de 3. C'est pas une règle de 3. C'est 0 ça. Tu peux même pas prédire le troisième match d'une série de 3 matchs. Non. Ça veut rien dire. Très intéressant. Ça va être une partie qui va être intéressante. Et comme vous l'avez dit, à la radio. Le match qui nous intéresse le plus sera vendredi soir. C'est Ouais, diffusé à TVA Sport. Le Rougeur de Laval qui se rend sur la montagne pour affronter nos Carabins. Les deux équipes sont toujours invaincues cette année. 2 victoires, aucune défaite. C'est le premier affrontement entre les rivaux traditionnels. La mort, les taxes, les Carabins et les Rougeards au top du RSEQ. On est encore là. Dernier match qu'il y a eu, c'était la finale de la Dunsmore, la dernière Dunsmore. L'année dernière, le Rouge et Or avait eu une victoire correcte contre les Carabins. Les effectifs ont un peu changé du côté de Montréal. Vous vous attendez à voir quoi? Moi, je pense que c'est une bonne question. Ben, non, mais le premier élément, c'est que j'ai hâte de voir l'attaque revampée des Carabins. Est-ce que, contre une défensive du calibre du Rouge et Or, à quoi on va avoir droit? Parce que présentement, cette année, avec Pépé, tu l'as dit ad nauseam, je pense, la semaine passée, François, ça a l'air facile. Ça a l'air facile. Il me semble que ça ne peut pas continuer éternellement. Moi, ça a l'air facile. Mais une fois qu'il va y avoir de l'opposition, là, comment on réagit à ça? J'ai hâte de voir la O-line. Pourcentage complété à 74,3. Ça ne se fait pas mettre à terre. Son rating est à 150. Aucune interception. Le jeu au sol qui fait à peu près ce qu'il veut. Contre Laval, ça se peut à peu près pas. Moi, c'est cet aspect-là que j'ai hâte de voir. Mais tu as raison, hein, parce qu'effectivement, prenons l'attaque. Prenons l'attaque. Parce qu'on joue contre une défensive toute étoile et probablement le meilleur débit de la Ligue en Jordan Lessard. On a vu que le côté court était peut-être un peu plus faible, côté long, était un peu plus faible chez Laval. Le numéro 17 s'est fait challenger toute la game contre Sherbrooke. Il y a, tu sais, c'est pas parfait, mais ça reste que c'est une défensive qui est extraordinaire. Mais là, on a une attaque, la nôtre, cette année, qui est impressionnante. On a un jeu aérien qui, avec Pépé, surprenant, des receveurs qui n'échappent plus les ballons. Et je continue à dire, ça a l'air facile parce que constamment, on dirait que nos receveurs, en tout cas depuis le début de l'année, avec des défensives peut-être pas aussi fortes, mais avaient réussi à se libérer. Là, ça va être une défensive qui va être vraiment différente. Hein. Je vous rappelle que la défensive de Fortier joue avec deux hybrides. Fait que ça sera différent. Et surtout, l'immense D-line de Laval. Tu parlais de la O-line, Tam, ça va être vraiment depuis le début de l'année, la O-line a tenu parfaitement. C'est le plus gros test, puis pas par peu. Là. C'est clair. Ça va être dur. Là. Ça va être dur. J'ai hâte de voir comment Pépé va réagir, parce que présentement, il réussit, il y a un calme, il réussit bien. Est-ce qu'on va être capable de courir? Je ne sais pas. C'est la plus grande interrogation. Moi, j'ai 2 interrogations. Notre attaque, c'est vraiment ça. Puis l'autre, c'est de savoir quel genre de défensive on va jouer. Si on flippe ça de l'autre côté, on a Arnaud Desjardins qui passe le ballon, mais je veux dire, il passe le ballon. Il est déjà rendu à 58 tentatives depuis le début de l'année, 81% de passes complétées, pas d'interception. Donc, c'est un corps arrière qui mène l'attaque. Ça va bien. Donc, Saint-Maud, ce qu'on a connu depuis quelques années, j'imagine. C'est de voir ce que ce qu'on n'a pas fait depuis le début de l'année, il va falloir amener de la pression au QB. Parce que ce que Sherbrooke a bien réussi la semaine passée, c'est d'amener cette pression-là, puis ce qui a amené quelques passes plus imprécises d'Arnaud dans ce match-là. Il faut rentrer dans sa tête, même si ce n'est pas nécessairement des sacs, il faut rentrer pour y enlever du temps. Là. Parce que contre McGill, là, Arnaud avait tout le temps du monde de lancer, des fois même à sa 4e cible. Là.
Donc, il faut restreindre son temps d'exécution. Non, parce que de son calibre, si tu lui donnes le temps de faire 4 lectures, il va trouver quelqu'un. Là. C'est pas un doute. Puis avec les receveurs qu'il y a, puis là, tu as. C'est quoi le nom de Carignan qui est arrivé? Donc, ça lui donne une cible de plus. Depuis le début de la saison, moi, je trouve que Laval est moins diversifié à l'attaque que nous. Cette année, nous, on envoie beaucoup plus de cibles. Le ballon passe par beaucoup plus de mains dans un match que Laval. Si on prend Laval, leur premier match, là, c'était cool. Puis Gaillardez, qui ont eu plus que la moitié des attrapés. Là. Alors que dans notre plan de match, il ne va pas falloir oublier des Émeric Boutin, des Carignan, parce que c'est sûr qu'ils vont viser des receveurs qui ont moins été vus sur les tapes des 2 premières semaines. Hey, regarde, Tam, je suis sur les statistiques des individuels du Rouge et Or. Tu les as sortis probablement. Ouais. Mais Cool et Gaillardez ont 14 et 12 attrapés chacun. Ouais. Les autres suivants, c'est 7. Ouais, puis après, donc, on tombe dans les... On le voit là, sur on le voit à l'écran. Là, on a plus de receveurs qui ont touché le ballon. Là, effectivement. Mais tu vois, tu parlais de mettre la pression sur Desjardins. C'était mon autre interrogation. C'est ce que Laval va essayer de faire sur nous aussi. Oui. Mais dans notre cas, nous autres, là, on joue un 30, là, un 3-4 depuis le début de l'année. Ouais. Est-ce qu'on va changer pour en revenir sur un 4-3 comme on a souvent fait? Un pour bloquer le centre encore plus pour être sûr que Roy ne court pas ou pour encore mettre plus de pression? Je pense qu'on va utiliser nos hybrides, là, un peu comme au match hors concours avec Blaise qui, des fois, rentrait en faisant de la pression. Ouais. Donc, tu penses que la pression est... parce qu'effectivement, tu vois, la pression qui est arrivée... La pression va rentrer par les secondaires. J'ai l'impression que ça ne rentrera pas par... Et ça, historiquement, contre Laval, c'est très difficile de faire passer la première ligne si tu n'as pas d'aide. Non, c'est ça. Là. Puis contrairement aux autres années, là, on joue presque jamais du 4-3 cette année. On n'a pas fait pantoute. Quand on a fait de la position de 4 à la ligne, souvent c'était un secondaire ou c'était même pas un 4e D-line sur le front. Mais la question devient à combien de joueurs t'envoies. Oui, mais c'est en unité, puis tu veux pas ouvrir le jeu au sol ou tu veux pas ouvrir. Moi, défensivement, j'ai hâte de voir le travail des DB. Là. Des DB, on a beaucoup de joueurs recrues habillés, remplaçant ces positions-là. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Là. Ben, tu vois, la défensive est vulnérable. Là. Ça revient un peu à ce que je disais. Si on laisse un 3-4, ça veut dire qu'on met quand même un secondaire hybride de plus, ce qui veut dire qu'il va pouvoir aller courir vers l'arrière. Donc, on coupe un peu plus le jeu aérien, mais si on a peur du jeu au sol, et moi j'ai peur du jeu au sol de Laval, là, et si on veut mettre de la pression sur Arnaud, le jeu au sol des 2 équipes, une contre l'autre, c'est jamais vers jeu. Là. Non, vous avez raison. Tu vas avoir 1 ou 2 gros jeux de chaque côté par la course. Le reste, ça va être une moyenne de 3-4 verges par course. Dans la deuxième demi, quand le jeu ouvre un petit peu. Parce qu'au début, tout est trop serré. Je veux dire, Roy a quelques bonnes courses depuis le début de l'année, mais... Les bonnes courses de Roy, c'était... Les bonnes courses... je veux dire, ils ont bien couru la semaine passée, mais on a bien couru contre Sherbrooke. Fait à quel point on peut évaluer nos courses offensives, là, des 2 côtés? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Je vous le dis, c'est là mon interrogation. Est-ce que ça va être pour une fois un match offensif entre les 2 équipes? Je sais pas. Je pense pas. Je pense que ça va être encore serré puis que les défensives, ça va être les turnovers qui vont faire la différence, là. Parce que je m'attends plus de points que d'habitude. Ça fait 2 ans qu'on dit ça qu'on disait ça entre Joe et Arnaud, que les 2 étaient au sommet de leur art, puis on a eu un match vraiment à gros score. Le reste, ça a tout le temps été des attaques à 200-300
à 300 verges de moyenne, peut-être. Là. On va aller voir ça. C'est plus les matchs défensifs qu'on a eus à une certaine époque, mais c'est pas des matchs des festivals offensifs. Non, c'est ça, exactement. On va avoir des touchés, mais ce sera pas des matchs offensifs à l'Ontario, là. Non, c'est ça, là, à 50-42, là, tu sais. Je rappelle que l'année passée, on a eu un 31-32. Ce qui est pas mal le plus haut qu'on a vu, là. Ouais, mais c'est parce que ça a été en prolongation. Ouais. Puis les deux matchs de saison régulière, c'était terminé par 1 point d'écart. Parce qu'on avait eu un 22-23. C'est vrai. Ce Christy de match-là, il m'a rendu malade. J'étais plus capable. Puis finalement, on s'est ramassé au maudit TELUS pour finir 22-17. C'est ça. C'était moins d'écart que ce que je me rappelais. Mais on vit d'imperception plus que d'un fait des fois. Là. Mais notre D-line, pas notre D-line, nos DB sont plus louches cette année. Fait que j'ai peur. J'ai peur. Ouais, est-ce qu'il y a une faiblesse exploitable là? En tout cas, c'est avoir les deux premiers matchs défensivement de Laval aussi, il y a leur débit aussi, il y a certains endroits, je trouve qui montrent des lacunes semblables aux nôtres. Là. Ouais. Ça va être à voir comment on va se comporter un contre l'autre. Là. Exact. Écoutez, c'est sur le terrain qu'on le verra. Donc, on le répète, le match est vendredi soir. Le départ à 19h, le tailgate à partir de 16h sur l'Esplanade. On est de retour, donc we're back, baby. Venez nous voir, nous y serons crinqués autant que possible. Donc, vous pouvez encore nous encourager en devenant membre Montagnard. Allez sur nos plateformes, nos médias sociaux, @Montagnard Montréal, et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être notifié de tout notre contenu. Merci d'avoir été là et on se voit au match vendredi. Bye tout le monde. Yeah.